Pour créer de la difficulté, les jeux vidéo peuvent nous tester de deux manières différentes. Sur notre capacité de réflexion ou sur notre dextérité. Généralement, ils font d'ailleurs les deux. Par exemple, dans Dark Souls, le combat vous demande de reconnaître les actions de vos adversaires et de choisir quelles actions faire en réaction. Quand le démon lève son marteau, est-ce que je me déplace pour éviter le coup? Est-ce que je me protège derrière mon bouclier? Est-ce que je fais une roulade? Vous voyez le genre. Cette prise d'information et cette décision, c'est la part de réflexion du système de combat. Ensuite, il va falloir appuyer sur les boutons au bon moment pour faire ces actions au bon moment, ce qui va tester notre dextérité. La majorité des jeux vont construire leur gameplay en ayant un mélange des deux. Il n'y aura pas forcément besoin d'être très précis sur les boutons, il n'y aura pas forcément besoin de beaucoup réfléchir, mais généralement, il va y avoir au moins un peu de l'un et de l'autre. Super Mario Bros va plus faire appel à notre dextérité, mais demande quand même un minimum de réflexion pour le timing des plantes ou lire le déplacement des ennemis. Là où Portal teste surtout notre réflexion, mais demande un peu de dextérité pour placer les portails au bon endroit, au bon moment. Mais il y a aussi certains jeux qui ne nous testent que sur l'un des deux points. On peut penser aux jeux de rythme comme Guitar Hero, où le défi réside presque uniquement dans la capacité à appuyer sur les bonnes touches au bon moment. Chaque touche sur la manette a une couleur et un emplacement qui correspond à la couleur et à l'emplacement du symbole qui lui correspond à l'écran, ce qui rend aussi simple que possible la compréhension de sur quelle touche on doit appuyer. Tout le défi étant de réussir à appuyer sur la dite touche au bon moment. A l'opposé, il y a des jeux qui vont uniquement tester notre réflexion, des point and click ou des jeux de puzzle où tout le challenge va reposer sur les énigmes que le jeu propose, demandant uniquement de cliquer sur l'objet avec lequel on souhaite interagir avec une souris, voire de juste appuyer sur un écran tactile dans les dizaines de jeux d'évasion ou escape game qui sortent chaque mois sur téléphone. Et quand il faut utiliser une manette pour se déplacer, on trouve des options pour rembobiner le temps et annuler toute erreur que l'on aurait pu faire. Et à ce titre, les jeux avec du combat au tour par tour classique sont des jeux de réflexion. L'action est divisée en tours, où chaque personnage va avoir un nombre d'actions définies dans un ordre défini. Le jeu nous fournit une plus ou moins grande quantité d'informations sur nos adversaires que l'on va devoir analyser afin de prendre l'avantage et gagner le combat. Les tours en eux-mêmes peuvent durer indéfiniment, vous laissant tout le temps nécessaire pour prendre votre décision et vous offrant même souvent des options pour annuler vos choix tant que vous n'avez pas validé une attaque ou un soin. Sauf que tester les joueurs uniquement sur leur réflexion ou leur dextérité, c'est pas forcément une si bonne idée que ça. Les jeux de rythme, généralement, ça propose que du rythme. Vous choisissez une chanson, vous la jouez et voilà. Ça prend quelques minutes et vous pouvez recommencer avec une autre chanson. La seule chose qui vous fait continuer à jouer, c'est l'envie de jouer. Il n'y a pas d'histoire à découvrir ou de trucs cachés. C'est un peu la même chose avec les jeux d'énigmes. Quand c'est découpé en niveaux, ils sont souvent courts. En tout cas, quand on a trouvé la solution. Et même les point and click qui incorporent une histoire avec beaucoup de narration sont pas très longs si on reste pas bloqué pendant des heures sur une énigme. En tout cas, beaucoup moins longs qu'un JRPG classique. Et c'est là que les combats au tour par tour peuvent être un problème, parce qu'ils sont souvent utilisés dans des jeux avec de longues histoires et beaucoup de narration. C'est des jeux qui demandent plusieurs dizaines d'heures pour être finis. Et tu peux pas faire 50 heures de combat unique. C'est un système où les combats ont à peu près le même rôle qu'une énigme, mais où la même énigme se répète tous les X pas marchés par nos personnages. Alors oui, il y a de la variation sur les groupes d'ennemis, mais entre la fréquence des rencontres aléatoires et les swap colors, il y a souvent que les boss qui semblent vraiment uniques, le reste pouvant rapidement devenir laborieux. Alors bien sûr, c'est possible d'avoir du tour par tour intéressant malgré la répétition, et plus le système sera intéressant, mieux ce sera. Mais ce qui permet vraiment de maintenir l'intérêt du joueur, c'est pas les compteurs de points d'XP à la fin du combat, avec l'argent et les objets gagnés qui rajoutent un peu d'aléatoire pour garder le joueur engagé. Ce qui permet vraiment de maintenir l'intérêt du joueur, c'est l'histoire. Genre oui, le système de combat de FF10 il est cool, ça fonctionne, il y a des bonnes idées de boss, mais faites pas genre. Ce qui est cool dans le jeu, c'est l'histoire, les différents personnages et peuples que l'on croise et tous les événements qui nous sont racontés. Et entre les combats de boss et les cinématiques, il y a des rencontres aléatoires un peu osef qui nous manqueraient pas trop si elles étaient pas là. Enfin, si vous faites partie des quelques personnes qui disent que non, on s'en fout de l'histoire dans les JRPG, vous skippez même les cinématiques à la moindre occasion, tout ce que vous aimez c'est les combats, Octopath Traveler est fait pour vous. Alors, je dis Octopath Traveler, mais ici on va uniquement parler du second épisode, celui sorti en 2023. Comme le titre du jeu l'indique, il y a 8 passes, 8 chemins, qui correspondent à 8 histoires. Alors, je parlerai pas en détail de chacune des 8 histoires, mais ça va quand même divulgacher. Si vous n'avez pas fait le jeu et que vous souhaitez le découvrir sans a priori, je vous invite à arrêter cette vidéo dès maintenant. Si tout ce qui vous intéresse c'est l'histoire, vous pouvez rester un peu, on va commencer par parler des combats. Un peu plus tôt, j'ai parlé de tour par tour classique pour le système de combat d'Octopath Traveler. Je dis classique parce qu'il y a tout plein de variantes qui existent pour les combats en tour par tour qui vont ajouter plus ou moins d'action. Mais pas ici. Ici on a un système très classique, donc sans contrainte de temps, qui va tester uniquement notre réflexion. Les combats sont séparés en tours. Chaque tour, chaque personnage va pouvoir effectuer une action, parfois plusieurs, grâce à certaines capacités spéciales.
L'ordre du tour est défini par la vitesse du personnage et les actions effectuées au tour précédent. On peut voir cet ordre pour le tour en cours et le tour prochain en haut de l'écran. Comme je le disais, c'est très classique. Là où ça devient intéressant, c'est avec la mécanique de points faibles. Chaque ennemi va avoir un certain nombre de faiblesses qui correspondent aux différentes armes et magies du jeu. Épée, dague, lance, hache, feu, glace, lumière et j'en passe. Des trucs assez courants. On peut les voir en bas à gauche de l'écran. A chaque fois qu'on touche l'ennemi sur sa faiblesse, son bouclier diminue de 1 jusqu'à atteindre 0 et créer une faille. Ça va interrompre son tour et le laisser vulnérable pour le tour suivant. À ça, il faut ajouter les points d'exaltation, ou PE, points que l'on gagne à chaque début de tour jusqu'à un maximum de 5. On peut en utiliser jusqu'à 3 d'un coup, et ils vont multiplier l'efficacité de nos attaques. Pour certaines, ça va permettre de mettre plus de coups, comme l'attaque de base qui tape une fois de base, puis 2 fois si on utilise un point d'exaltation, 3 fois si on en utilise 2, et 4 fois si on en utilise 3. Et pour les autres, ça va juste augmenter les dégâts, ce qui en fait des attaques que l'on va vouloir balancer lorsque l'adversaire est en faille pour un maximum d'efficacité. Mais nos personnages, ils sont assez limités. Ils ne peuvent utiliser que quelques armes différentes et un seul élément magique, à l'exception du mage noir, enfin de l'érudit, qui peut utiliser 3 magies mais ne peut manier que des bâtons. Ce qui fait qu'en gros, un perso peut taper sur 3 ou 4 faiblesses différentes, parfois un peu plus grâce aux classes secondaires. Mais il ne pourra pas forcément faire beaucoup de coups sur chacune de ces faiblesses. Sauf que les boss, eux, ils peuvent taper fort, et le meilleur moyen d'être protégé, c'est de les interrompre. Ils ont même des super attaques. Quand vous voyez ce genre de message qui apparaît contre un boss, soit vous l'interrompez avant son prochain tour, soit vous le passerez à vous soigner si l'attaque ne vous tue pas complètement. Ce système de faiblesse force à utiliser certains persos pour affaiblir l'ennemi, et d'autres pour lui faire de gros dégâts. Pas en fonction de ce qui devrait être le plus optimal en termes de dégâts, mais en fonction de ce qui est le plus optimal en termes d'interruption. C'est ça le plus important. Et alors, autant contre les mobs, vous pouvez avoir une strat globale qui marche tout le temps, autant contre les boss, c'est pas le cas. Si vous êtes face à un boss qui est vulnérable au coup d'épée et que vous avez un perso capable de mettre plein de coups d'épée, ce perso va servir à interrompre le boss, même si normalement il est surtout là pour soigner ou faire des gros dégâts magiques. À un moment, j'ai eu de quoi faire une strat gros tank pour Casti. La strat gros tank, c'est quand tu utilises des améliorations pour augmenter la défense d'un personnage et que tu lui associes une provocation. Comme ça, toutes les attaques qui devraient toucher un perso touchent le tank à la place, il va prendre très peu de dégâts grâce à sa défense, ce qui va protéger les autres. Et oui, j'explique ça, j'essaie d'être inclusif. Eh bien, tous les boss qui ont suivi dans son histoire étaient conçus pour défoncer cette strat, avec des attaques qui one-shot ou qui mettent le perso à l'écart, ou parce qu'ils utilisaient quasiment que des attaques de groupe, et c'était génial. Bon, déjà c'est une strat qui marche dans plein d'autres cas, j'ai pu m'amuser avec sur d'autres boss, mais surtout, ça m'a forcé à utiliser les options disponibles différemment. Souvent dans ce genre de jeu, vous avez un groupe et chaque perso du groupe a un rôle bien défini. En gros, votre mage blanc, il va pas servir si vous n'avez pas besoin de vous soigner. Et les guerriers seront inutiles contre des ennemis comme des flancs qui prennent très peu de dégâts suite à un coup d'épée. Le système de combat d'Octopath Traveler réussit à rendre chaque personnage potentiellement utile dans chaque situation. Le mage noir, dans le jeu, il peut faire des coups de bâton en plus de la magie de feu, de foudre et de glace. Dans un jeu classique, on l'utiliserait pour faire les dégâts, le bâton serait là plus pour la déco que pour autre chose. Ici, vous pouvez tomber sur un boss qui est faible aux coups de bâton. Ces coups de bâton qui font qu'une vingtaine de dégâts que vous auriez évité de faire dans n'importe quel autre RPG deviennent indispensables pour interrompre le boss. Parfois, il faudra même utiliser vos points d'exaltation pour l'interrompre avec des attaques qui font presque aucun dégât. Sauf que les utiliser pour interrompre le boss vous empêchera de les utiliser pour faire une grosse attaque magique, et comme le boss a plusieurs faiblesses et plusieurs forces, vous devez faire des choix. Et ces choix changent avec chaque combat. Quand je suis arrivé sur un boss où la strat gros tank ne marchait pas, j'ai pas eu besoin de changer de classe ou d'aller tuer des monstres en boucle pour m'entraîner. J'ai juste eu besoin d'utiliser les autres forces de mes personnages, de réfléchir aux faiblesses du boss et à comment je pouvais les exploiter. Et rien que ça, c'est déjà très bien, mais il y a plus. Parce qu'ici, il n'y a pas de buff permanent. Vous savez, ces améliorations qui améliorent vos personnages pour le combat. Souvent le combat commence, on les utilise pendant les premiers tours pour être protégé, faire plus de dégâts, et ensuite il faut juste faire attention à ne pas mourir pour pas les perdre. Dans Octopath, toutes les améliorations d'état, que ce soit une amélioration positive comme une plus grande résistance aux dégâts, une récupération automatique de points de vie, une plus grande vitesse, ou que ce soit une altération d'état négative comme du poison ou le fait d'être endormi, elles vont toutes fonctionner sur un timer. Chaque altération d'état s'applique pour un nombre défini de tours. Bon, presque toutes, il y en a 2 ou 3 qui ont un nombre d'activation. Par exemple, feinte permet d'esquiver une attaque et restera en place tant que vous n'aurez pas esquivé une attaque. Mais pour la quasi-totalité des altérations, elles vont rester en place pendant un certain nombre de tours, ce qui fait de l'utilisation d'un buff une part importante de la stratégie. C'est pas un truc qu'on met par défaut au début de chaque combat juste parce que ça peut pas faire de mal. Quand on applique une altération d'état, on l'applique généralement pour 2 ou 3 tours. Et 2 ou 3 tours, c'est pas beaucoup. Ça implique que si vous voulez avoir plusieurs buffs en même temps sur un perso, il va falloir un autre perso dédié juste à lui appliquer les buffs en question.
Et au cas où vous voudriez commencer par mettre plein d'altérations avant de passer à autre chose, il n'est pas possible d'avoir une altération cumulée pour plus que 9 tours. Ça permet de retrouver des persos qui sont là pour assister les autres et qui sont indispensables pendant tout le combat, pas juste pour les premiers tours. Ça augmente les options d'utilisation des points d'exaltation, qui permettent d'augmenter le nombre de tours où un buff va être actif, et donc il s'agit pas juste de les utiliser pour choisir entre interrompre un boss ou lui faire des dégâts, mais aussi d'appliquer des bonus à nos personnages. Et c'est pareil pour les altérations d'état négatives. Si vous voulez faire du poison, il faudra le réappliquer tous les 2 tours, ce qui veut dire que votre perso qui fait du poison va devoir y consacrer la moitié de son temps. Et globalement, ça améliore la stratégie des combats, parce qu'il est impossible d'avoir tous les buffs sur tous vos persos, il va falloir faire plein de choix, choisir qui tape sur le boss en fonction de ses faiblesses pour l'interrompre, quelles altérations d'état, positives ou négatives, il faut utiliser pour survivre à ses attaques, et qui est disponible pour les appliquer. Est-ce qu'une fois qu'on est capable d'être protégé et d'interrompre le boss, il reste assez de monde avec des PE pour lui faire des gros dégâts, ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux utiliser ce temps pour se soigner, le tout avec des boss designés pour apporter des réponses différentes à chacune de ces questions. D'ailleurs, en parlant de soins, le jeu garde la même logique. Les soins sont peu nombreux. Il y a 3 magies et 2 techniques qui permettent des soins, certains de groupe, d'autres individuels. Pour le reste, il faut utiliser des objets. Et même s'il y a plein d'objets différents pour se soigner, il n'y a que l'équivalent des élixirs qui soignent beaucoup de points de vie. Et pour des soins de groupe, les seuls objets disponibles sont des grappes de raisin qui sont plutôt rares et qu'on ne peut pas acheter. C'est la même chose pour se rendre du mana. Il y a plein d'objets disponibles, mais ils rendent des petites quantités. Ça les rend pas inutiles, on peut mettre en place des strats très efficaces à base d'objets, mais c'est pas les méga potions ou des soins X qui soignent tout le monde en un tour. Ça oblige à réfléchir à qui va soigner autant qu'au reste. Et donc tout ça, ça donne un des meilleurs systèmes de combat au tour par tour que j'ai vu. Mais il y a quand même quelques problèmes. Surtout des problèmes de description dans un certain nombre d'objets et d'attaques. La description de la grenade tonifiante et de la confiture revigorante indique qu'elles rendent des PE. Mais une n'en rend qu'un seul alors que l'autre en rend 5. Le saut de distribution indique les aptitudes du personnage ne touchent plus seulement lui, mais aussi ses alliés. Et ça marche avec certaines aptitudes, mais pas avec toutes. Il y a certains objets et attaques qui permettent d'avoir des regains de vie ou de magie automatiquement après l'action du personnage. Sauf que pour certains personnages, ça fonctionne comme on s'y attend, on fait une action et on a le regain, alors que pour d'autres, il n'y aura qu'un seul regain par tour, peu importe le nombre d'actions. C'est la même icône dans les 2 cas, mais ça fonctionne pas pareil suivant le personnage, et je sais pas trop comment l'expliquer. En parlant des icônes, le jeu n'en affiche que 4 à la fois pour chaque perso. Si on a plus que 4 améliorations, ça passera d'un groupe d'icônes à l'autre. Alors, dans l'ensemble, les icônes sont assez claires, on comprend facilement à quoi elles correspondent. Mais quand elles apparaissent juste quelques secondes avant de disparaître, ça devient lourd de vérifier qui a quelle amélioration, alors qu'il aurait suffi de toutes les afficher en même temps. Au pire, on verra moins bien le fond d'écran générique des combats, je pense pas que ce soit trop grave. Et je sais qu'on peut changer la vitesse du combat en lent, ce qui laisse plus de temps pour voir les icônes, mais c'est un peu une solution à la con qui règle pas le problème de pourquoi elles disparaissent dans un premier temps. Et j'ai pas envie de doubler le temps des combats en diminuant la vitesse dans un jeu qui prend déjà 80 heures à finir. Et bien sûr comme ça, c'est pas très grave, ça ruine pas le jeu. Mais devoir tester chaque attaque et chaque objet afin de savoir comment il fonctionne parce qu'on peut pas faire confiance aux descriptions, c'est pas l'idéal. Surtout avec un système de combat qui vous teste uniquement sur vos prises de décision. Sans oublier la déception de voir une habilité pour un perso, de prévoir des stratégies avec, de l'acheter, et de se rendre compte qu'elle ne marche pas du tout comme la description en donnait l'impression. Le problème, c'est que ces petits problèmes, ils sont pas juste là pour les descriptions des attaques dans les combats. Ils infestent autant l'histoire du jeu que les ténèbres d'Alcanet. Si vous voyez pas de qui je parle, il est peut-être temps de partir. On va parler de l'histoire. Comme je le disais plus tôt, je vais pas tout dévoiler, mais je vais quand même devoir en raconter un peu. Ces petits problèmes, ces incohérences, on en trouve toujours plus ou moins dans les jeux vidéo. Et ils y semblent bien plus acceptés que dans les films ou les romans. On y tolère tous un certain nombre de choses qui n'ont pas vraiment de sens. Un des premiers exemples qui me vient en tête, c'est la gestion des dégâts. En combat, tout va bien, on peut se faire tirer dessus, c'est pas grave, on prend juste quelques dégâts. Mais à l'instant où c'est dans une cinématique, là, d'un coup, le même fusil dans la main du même personnage devient beaucoup plus dangereux. Ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est quelque chose qu'on a tous plus ou moins accepté comme totalement ok. Ça veut pas dire que ça peut pas être mieux fait, mais on va pas le retenir contre un jeu quand c'est fait comme ça. Il y a également la gestion du temps. C'est le moment où un désastre imminent va avoir lieu et où on peut décider de partir jouer au casino pendant des heures plutôt que de s'en occuper. C'est pas cohérent, mais on est bien content de pouvoir finir les quêtes annexes et améliorer notre équipe, donc on l'accepte. On peut aussi penser aux personnages en mini-jupe dans la neige qui ont pas froid. Ça peut être mieux fait, mais ça nous dérange pas. Enfin, ça dérange pas jusqu'à ce qu'après avoir passé des heures dans la neige avec Hochette ou Trenet, qui sont loin d'être chaudement vêtus, on a une quête avec Oswald qui nous demande de lui trouver des vêtements chauds. Ça casse la cohérence du jeu. D'un coup, la résistance au froid devient importante, alors qu'elle ne l'était pas avant et qu'elle ne sera pas après. Tout ça pour une quête qui paraît très artificielle. Pour continuer le jeu, il faudra récupérer cette tenue un peu plus chaude qu'il ne va jamais mettre.
Son équipement ne change pas, il avait des vêtements de détenu avant, il a des vêtements de détenu après. Son apparence ne change pas non plus. Il y a bien une version de lui avec un gros manteau, mais le jeu a décidé qu'il ne le mettrait que plus tard, quand un autre perso lui passe encore d'autres vêtements. Take this robe. It's a damn sight better than your prison rags, eh? Et le jeu est plein de moments comme ça. Vous voyez, Oswald, c'est un magicien qui a été condamné à de la prison suite à un meurtre. Et comme c'est un magicien, les gardes lui ont mis une muselière pour l'empêcher de parler, ce qui l'empêche de faire de la magie. C'est un cliché classique de jeu de rôle où le mutisme empêche de faire de la magie, et c'est même un détail bien trouvé par le jeu pour justifier qu'il brûle pas la prison. Le problème, c'est que 20 minutes après, il y a des flashbacks où il fait de la magie avec son pote, sans prononcer d'incantation. Behold this small flame. Hochette vit sur une île où une catastrophe a lieu tous les 400 ans. La dernière fois, 3 bêtes divines se sont battues pour empêcher cette catastrophe, mais depuis, elles sont parties sauver le monde ailleurs. On va donc partir dans une quête pour les trouver et leur demander de revenir sauver notre île. Et en rentrant, le chef de l'île nous explique qu'il sait pas vraiment en quoi la catastrophe consiste. Parce que personne ne vit assez longtemps pour témoigner de la précédente. Et il nous dit ça alors qu'on a avec nous, à ce moment-là, les créatures qui se sont battues la dernière fois et avec qui on est capable de discuter. Those ears, that tail, you are a beastling. Of course, I understand now. Sans parler du fait que lui, il a 233 ans. Donc un événement qui a eu lieu il y a 400 ans, ses parents auraient pu lui en parler. C'était pas il y a 10 générations. Il y a une quête qui nous emmène dans une arène souterraine où ont lieu des combats clandestins à mort, comme le sous-entend ce texte et le confirment des événements futurs. Defeat is death. Et ce mec a déjà perdu 3 combats. À mort. Il y en a une autre qui nous demande d'arrêter des voleurs qui ont un repère dans la région. Alors on les affronte, et après ça, il y en a un qui dit « On lève le camp ». Mais de quel camp tu parles ? Il n'y a même pas une chaise, vous êtes juste là comme des glands dans la neige. Alors, celle-là, elle est plus technique, je sais pas si vous allez le voir. Mais cette partie-là du vitrail, c'est une porte secrète. Voilà, c'est tout. Je vais pas parler de l'importance de la lumière pour avoir un vitrail lumineux, ce qui semble impossible dans cette situation, puisque le vitrail donne sur une pièce plongée dans les ténèbres, ou du fait que pour l'ouvrir, il faut appuyer sur un bouton qui flotte dans les airs. That sounded like a lock opening. Non, le simple fait de vouloir faire de ça une porte secrète est complètement stupide. Le reste, c'est juste du bonus. Je veux dire, il y a un perso dans le bâtiment qui en parle, genre, c'est juste une rumeur, mais il paraît qu'il y a une bibliothèque cachée quelque part. Genre, sans blague, je me demande bien où elle peut être. En parlant de blague, il y a cette quête type Excalibur, où une fille veut sortir une épée coincée dans un caillou. Sauf qu'elle décide de le faire en brisant la roche. Et je suis pas sûr que ce soit méga original, mais je trouve ça rigolo. C'est juste dommage qu'après avoir détruit le rocher, il soit toujours là, comme avant. Il y a un guide qui nous emmène dans une petite ville qui n'est répertoriée sur aucune carte. Sauf que si on regarde la seule carte qu'on a dans le jeu, elle est là. Les petites maisons là, c'est la ville. Vous pouvez pas dire qu'elle est sur aucune carte et la mettre sur la carte. Et quand on arrive dans la ville, elle est immense, avec des énormes murailles et tout. Et c'est forcément la ville dont il parle, puisqu'elle a le même nom. Qu'est-ce qui se passe ? Et je vais m'arrêter là. Je pourrais continuer. Pendant longtemps, mais je vais m'arrêter là. Parce que je pense que c'est facile de faire une critique qui cherche toutes les petites incohérences qui peuvent parsemer une œuvre, de pinailler sur chaque petit détail. Je trouve ça même plutôt rigolo pour tout vous dire. Mais je pense aussi que si le principal reproche que l'on a à faire à une œuvre, c'est du pinaillage, alors cette œuvre, elle doit pas être si mal. Malheureusement, ce n'est que le sommet de l'iceberg. Le vrai problème d'Octopath Traveler est beaucoup plus profond. Le vrai problème, c'est que cette idée d'avoir 8 chemins est loin d'être aussi bien qu'il n'y paraît. Sur le papier, elle semble bonne. Il y a 8 différentes histoires qu'on va pouvoir suivre comme on le souhaite, ajoutant de la liberté dans un genre réputé pour son extrême linéarité. Et puis, avoir une histoire pour chaque personnage permet de plus développer ces personnes puisqu'ils vont tous avoir 5 chapitres qui leur sont consacrés. Sauf que pas vraiment. Et pour expliquer ça, je vais d'abord parler d'un autre jeu, Final Fantasy X. Ça a beau être le 10e Final Fantasy, c'est le premier auquel j'ai joué. Et, sans doute pour cette raison, c'est un jeu qui m'est très cher. Le jeu raconte l'histoire de Tidus. En tout cas, c'est ce qu'il veut nous faire croire. En réalité, c'est aussi l'histoire de tous les membres de notre groupe que l'on va apprendre à connaître et voir évoluer. Comme par exemple, Wakka. Et si
Si vous n'avez pas joué à Final Fantasy X et que vous voulez éviter de vous faire spoiler quelques éléments de lore, je vous invite à passer directement au prochain chapitre. FF10 commence avec Tidus, qui voit la ville où il a toujours vécu se faire détruire par une immense créature appelée Sin. Il se retrouve au milieu de ruines où un poisson géant essaie de le bouffer. Il s'en sort tout juste pour se faire agresser par une sorte de monstre jambe de rasoir. Heureusement pour lui, un groupe d'Albed intervient et le sauve. Le problème, c'est que les Albed ne parlent pas la même langue que le reste du monde, ne lui font pas confiance et décident de le laisser sur le pont de leur bateau. Hungry. Bateau qui va se faire attaquer par Sin, laissant Tidus à la dérive une fois de plus. Sauf que cette fois, il ne se réveille pas dans un temple en ruine, mais sur une plage paradisiaque, avec une balle de Blitzball qui flotte à côté de lui. Le Blitzball, c'est le sport national de FF10, et Tidus, c'est un des meilleurs joueurs qui soit. Il va flex un peu et renvoyer la balle à un groupe qui s'entraîne sur la plage, et dans ce groupe, il y a Wakka. Après cette introduction où Tidus est passé à côté de la mort 4 ou 5 fois en 1 heure de jeu, on arrive dans un environnement beaucoup plus agréable, et on rencontre quelqu'un prêt à nous aider qui a la même passion pour le sport que nous. Et il nous aide. Wakka nous est introduit comme ce personnage plein d'énergie qui sourit tout le temps. C'est le capitaine de l'équipe locale de Blitzball, et ils sont vraiment pas terribles. Leur objectif, c'est globalement de pas finir dernier du championnat chaque année. Mais il garde son équipe soudée et réussit à les remotiver avec des discours comme quoi l'important c'est de participer, et cette fois-ci ce sera peut-être la bonne. If we give it our all, I can walk away happy. Wakka c'est vraiment le mec à la cool, toujours prêt à aider les autres, et puis on se rend compte que c'est un gros raciste. Voyez Sin, la créature qui détruit notre ville au début du jeu. Eh ben, il détruit des villes depuis un millier d'années à peu près, et de toute cette destruction a émergé la religion d'Yevon. Elle explique l'apparition de Sin comme une punition divine pour les hommes qui se sont détournés des dieux grâce aux machines. Les machines sont le grand péché du peuple de Spira, et Sin en est leur personnification. D'où son nom, Sin, qui veut dire péché en français. Cette religion offre aussi un moyen de se débarrasser de Sin. Via un long pèlerinage, des personnes appelées invoqueurs vont pouvoir obtenir un pouvoir suffisant pour affronter Sin et le détruire. Malheureusement, il revient à chaque fois après quelques années de félicité, et continuera de revenir tant que les péchés des hommes n'auront pas été rachetés. Cette religion interdit donc l'usage de machines afin d'expier nos fautes. Wakka, comme la grande majorité des habitants de ce monde, est un Yevonite. Il suit les préceptes de Yevon. You do remember the prayer, right? Mais il y a un groupe de personnes qui ne suivent pas cette religion. Les Albed. Des hérétiques qui continuent d'utiliser des machines et qui en inventent même de nouvelles, et Wakka les déteste. Il les déteste parce qu'à cause de leur utilisation des machines, Sin continue de revenir. Il les considère comme responsables de la mort de tous ceux que Sin tue, et surtout, la mort de son frère. Mais au cours du jeu, Wakka va avoir le droit à son histoire. Il va être confronté à d'autres personnes qui voient le monde différemment. Il va voir des personnes qui l'admirent faire du commerce avec les Albed et le forcer à accepter leur aide. Il va voir l'église soutenir les Albed dans une opération pour détruire Sin en utilisant non pas la repentance, mais deux énormes canons. Il y a même ce moment que je trouve génial où il apprend qu'il a une amie Albed, mais au lieu de l'utiliser comme un bouclier genre « je suis pas raciste, ma femme est noire », Brillant. Photo de ma femme, merci. Squaresoft l'utilise pour l'effet inverse. Wakka se rend compte que tout le monde lui a caché le fait que Riku est Albed. You knew? Why didn't you tell me? We knew you'd be upset. Et que surtout, tout le monde la soutient elle. Je veux dire, bien entendu qu'ils la soutiennent, elle est trop cool Riku. Bon, peut-être que sa représentation pour une enfant de 15 ans est pas la meilleure qui soit, mais à part ça, elle est cool. Dans cette même scène, juste quand Wakka a fini de s'énerver contre Riku et le fait que les Albed utilisent des machines, Auron, qui est une sorte d'idole pour Wakka, demande à Riku si elle peut démarrer des scooters des neiges. Riku. Will this move? Le timing est parfait. Je trouve ça tellement drôle, mais ça montre aussi un Wakka seul. Ce genre d'événements vont le forcer à se remettre en question et permettre à son personnage d'évoluer. La scène n'est pas juste à propos de Wakka d'ailleurs, on en apprend aussi plus sur Riku et sa famille. C'est le genre de cinématique qui fait la force des Final Fantasy comme de plein d'autres JRPG. Mais Octopath Traveler en est incapable. Justement parce qu'il s'agit de 8 chemins et pas d'un seul. Quand on commence le jeu, on choisit un des voyageurs qui devient notre personnage principal. On va suivre le premier chapitre de son histoire avant de pouvoir nous balader librement. Enfin, librement tant qu'on est capable de pas se faire tuer dans les combats aléatoires. Et c'est là que le choix intervient. Est-ce qu'on va au chapitre 2 de notre personnage, ou est-ce qu'on va rencontrer les autres? On aura alors l'option de choisir quels membres du groupe viennent avec nous et lesquels restent à la taverne. La seule obligation étant de garder le perso principal dans l'équipe tant qu'on n'a pas fini son histoire. Mais puisque chaque histoire peut être faite avec un seul voyageur, c'est compliqué de créer des interactions entre eux. Il faudrait que le jeu soit prêt à réagir aux différentes combinaisons possibles, avec les dialogues et des cinématiques qui s'adaptent en fonction de qui est dans notre équipe. Sauf qu'avec 8 voyageurs et des équipes allant de 1 à 4, il y a un grand total de 162 compositions d'équipes possibles. Je dis pas que ce serait impossible à faire, mais c'est un travail énorme qui n'a pas été fait ici. Ce choix d'avoir des histoires séparées pour chaque perso fait qu'il y aura presque aucune interaction entre les membres du groupe. Les interactions, elles se limitent à des discussions annexes qu'on peut écouter si on a les bons persos au bon moment.
et elles sont horriblement nulles. Il n'y a pas de fond d'écran, pas de doublage, pas de mouvement, et ce qu'elle raconte est rarement intéressant, quand c'est pas complètement hors de propos. Prenons la quête de Tronée par exemple. Tronée, c'est elle. Elle fait partie de la mafia des serpents noirs. Mais elle n'y est pas par choix. C'est une orpheline qui a été élevée par la mafia depuis toute petite. Mais elle possède 2 gros atouts qui lui ont permis de se démarquer des autres. Comme vous pouvez le voir sur les images, elle excelle dans le vol à la tire et l'art de l'assassinat. Oh, vous croyez que je parlais de sa poitrine? Non, ça c'est les atouts d'Agnea. My talents? You are a dancer after all. I'm sure men and women alike would gather round if you put on a little show. Paula, just listen to what you're saying. Bref, chaque membre de cette mafia possède un collier rempli de poison qui est prêt à tuer son porteur si celui-ci cherche à forcer les serrures pour le retirer. Parce que oui, le collier tient grâce à 2 serrures, et chacun des 2 boss de la mafia possède une des clés pour les ouvrir. Elle va donc partir, les trouver et les tuer pour obtenir leurs clés, enlever son collier et gagner sa liberté. Dans cette quête, elle va infiltrer une planque, et juste après l'entrée, on trouve une fille à genoux par terre, enchaînée au mur, qui nous dit qu'elle va être vendue. Please help me. If you don't, they'll sell me away. Et donc on a le droit à cette scène. On s'attend à une réaction par rapport à la présence d'une esclave juste à côté, mais non. Puisque c'est l'histoire de Tronée, les autres personnages n'ont pas le droit d'intervenir. À la place, ils peuvent juste dire des trucs sans importance, comme le fait qu'elle a bien de la chance que les gens méchants autour d'elle y soient vraiment méchants, qu'ils fassent pas semblant d'être gentils. Plus tard, on va devoir infiltrer un orphelinat qui maltraite des enfants afin d'en faire des assassins pour la mafia des serpents noirs. Sauf que cet orphelinat, il est géré par l'église. On va donc voler des vêtements de nonnes pour s'infiltrer. Ce qui donne droit à une discussion où Agnea nous dit qu'elle trouve notre tenue de nonne très jolie. Alors qu'on porte pas de tenue de nonne. Ça, c'est Tronée en tenue de nonne, et je suis d'accord, ça a l'air de bien lui aller, mais là, elle est pas en tenue de nonne. C'était trop compliqué de lui mettre la tenue pendant la conversation. Enfin bref, j'essaie de me retenir de pinailler. C'est pas facile, mais bref. Téménos aussi va intervenir. Téménos, c'est lui, c'est un inquisiteur. Alors, gros red flag comme métier, si vous voulez mon avis, puisque c'est des sortes de procureurs qui sont là pour déterminer si quelqu'un est un hérétique ou pas. D'ailleurs, je suis pas trop sûr de ce que les développeurs ont voulu faire avec lui, puisque dans le jeu, c'est une autre organisation qui gère les hérétiques, et qu'il est lui-même borderline hérétique à ses heures perdues. Mais faut pas l'imaginer trop sympa non plus, puisque quand il apprend que Tronée va infiltrer un orphelinat de l'église qui maltraite des enfants, la seule chose qu'il fait, c'est la reprendre sur sa façon de parler. Et c'est là que ces conversations peuvent devenir terribles, en faisant ressortir l'absence totale d'interaction entre les persos. Cet orphelinat permet au jeu d'aborder les traumas qu'a vécu Tronée enfant. Et c'est tout. Téménos, dont l'histoire est une enquête sur les agissements un peu louches de l'église, n'a rien à dire quand des personnes de cette église maltraitent des enfants. Il n'a pas de mots pour les nonnes, il n'a pas de mots non plus pour les enfants, alors qu'il semble aimer ça, les enfants. Je sais que c'est bizarre de dire ça alors que c'est un prêtre, mais c'est juste qu'il passe du temps à s'occuper des enfants. Genre là, il leur raconte une histoire, y a rien de bizarre. Sauf qu'apparemment, dès que c'est des orphelins, il s'en fout. Enfin, je dis ça, mais j'en sais rien, peut-être qu'eux aussi ils sont orphelins. Tout ce que je sais, c'est que eux, ils sont jumeaux. Et puis, il y a aussi un enfant blessé qu'aurait pu permettre à Casti d'intervenir, puisque c'est une apothicaire, une sorte de médecin qui utilise les plantes. Soigner les gens, c'est plus ou moins sa raison de vivre, mais elle dit rien non plus. Personne ne dit rien. Toutes les 8 quêtes sont comme ça, des chemins sans aucune interaction. Et rien ne le montre mieux que les quêtes qui arrivent ensuite. Une fois qu'on a fini les quêtes principales, on débloque des quêtes en duo. Alors, c'est pas des quêtes avec tout le monde, chacun son binôme, et c'est des quêtes qui sont plutôt vite expédiées pour servir de lien entre les 8 quêtes de départ et la quête finale. Mais avoir 2 voyageurs qui discutent, c'était tellement rafraîchissant. Ça donnait presque l'impression que le jeu allait finir en beauté. Alors spoiler, c'est pas le cas. Mais ça fait surtout ressortir l'absence de ces interactions du reste du jeu et la fadeur des discussions de voyage. À la place, il y a des interactions avec des personnages secondaires. Plein de personnages secondaires. Chacun des 8 voyageurs va avoir son lot de personnages qui vont interagir dans son histoire. Et pour être honnête, certains sont intéressants. Il y en a qui ont juste pour fonction de faire avancer l'histoire. Genre Pomme. C'est un mec qui a faim, mais pas d'argent. On lui propose de lui donner à manger s'il nous montre le chemin à suivre dans une mine qu'on doit explorer. Il accepte, on lui donne à manger et il nous montre le chemin à suivre dans la mine qu'on doit explorer. C'est compliqué de faire moins en termes de développement de personnages. Néanmoins, on peut le recroiser plus tard dans une autre ville où il est content de manger de nouvelles spécialités. Et c'est pas grand chose, ça reste même un peu nul, mais ça montre une certaine volonté de développer ces personnages secondaires. Une volonté qui se traduit par un certain nombre de personnages secondaires intéressants qui vont intervenir dans plusieurs chapitres d'un voyageur. Ça permet de les développer, de créer des relations et dans une certaine mesure de nous attacher à eux. Ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir fait ça pour les 8 voyageurs entre eux. Là encore, ça fait que rendre plus évident la platitude des discussions de voyage. Il y a une autre chose que le jeu fait avec les personnages secondaires que j'aime beaucoup, c'est leur donner une quête secondaire une fois l'histoire du voyageur finie. Ça permet de les retrouver et de les développer un peu plus à un moment où les RPG proposent souvent plus trop de quêtes annexes et à l'histoire du jeu.
Pour reprendre FF10, quand on arrive au dernier acte du jeu, les quêtes annexes qui restent, c'est combattre des boss cachés ou faire du blitzball. Le jeu a toujours du contenu du côté du combat, mais plus vraiment du côté de l'histoire. Après, même si c'est une bonne idée, ça reste Octopath Traveler et les quêtes annexes sont un peu flinguées par cette idée d'avoir 8 voyageurs différents aussi. Parce que là encore, vous pouvez les faire avec n'importe quel membre du groupe dans votre équipe, ou non. Il aurait fallu écrire un dialogue par personnage, par quête annexe, pour être sûr que peu importe notre groupe, il puisse y avoir une interaction. Mais c'était trop de travail. Et en effet, ça représente beaucoup de travail. Mais c'est un travail qui est nécessaire uniquement à cause de cette idée de séparer le jeu en 8 chemins plutôt qu'un seul. Encore une fois, ça apporte beaucoup de problèmes. Et donc notre personnage restera muet dans toutes les quêtes annexes du jeu, alors que dans l'ensemble, elles sont pas si mal les quêtes annexes. Vous voyez, chaque personnage possède 2 compétences qui servent hors du combat. Une est utilisable le jour, l'autre la nuit. Elles sont toutes uniques, mais rentrent dans 4 catégories différentes. Assommer un PNJ, soit en lui tapant dessus, soit en le droguant. Recruter un PNJ grâce au pouvoir de la religion, de la danse ou des entrecôtes bien cuites. Obtenir des renseignements supplémentaires sur un PNJ en le soudoyant ou via des interrogatoires. Et enfin, obtenir un ou des objets auprès des PNJ grâce à différentes techniques de vol, de raquettes ou en leur montrant vos seins. Ces différentes habilités peuvent être utilisées sur la quasi-totalité des PNJ du jeu et vont servir pour résoudre les quêtes annexes, qui sont toutes à peu près construites sur le même modèle. Il faut trouver un objet, un renseignement ou un PNJ spécifique et l'apporter au PNJ qui nous a donné la quête. Ça récompense le fait de faire attention à notre environnement, d'explorer les différentes zones et de parler à ces PNJ. Il y a ce mec qui veut étudier les octolins. Alors, c'est des sortes de poulpes qui sont durs à trouver mais rapportent des tonnes de thunes et d'XP. Le problème, c'est qu'il a pas trop l'argent pour financer ses recherches. Mais dans cette même ville, on trouve un homme riche qui aime bien financer des recherches si ça peut lui rapporter du pognon. Donc direct, je me suis dit banco, vu l'argent obtenu quand on gagne un combat contre un octolin, c'est du tout cuit, j'ai juste à les mettre en relation. Sauf que non. Le scientifique, il explique qu'il veut en apprendre plus sur eux, genre recherche fondamentale, du coup, évidemment, l'investisseur, il se barre. Et c'était ma première surprise, parce que je m'attendais pas à ce que la quête ait une scène pour me dire que j'avais une bonne idée, mais pas la bonne idée. Je m'y attendais pas, mais c'était une surprise très agréable. Suite à ça, le scientifique nous donne un indice en indiquant que peut-être un fan de poulpe serait plus intéressé par ses recherches. Et c'est là que je me suis souvenu qu'il y a un fan de poulpe dans le jeu. Pour faire cette vidéo, j'ai parlé à genre tous les PNJ. Genre j'en ai sans doute raté un ou deux. Et c'est pas un truc que je fais d'habitude, de parler à tous les PNJ. Mais là, le jeu était prêt à me récompenser pour ça, et c'était cool. Le seul problème, c'est vraiment le fait de pas avoir prévu d'interaction entre les PNJ et nos 8 voyageurs. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas toujours besoin d'un perso qui parle et réagit. Genre la quête dont je parlais plutôt avec l'épée dans le rocher. Bon bah on arrive, la fille elle nous dit « Oui, l'épée elle est moche, mais impossible de l'enlever, faudrait casser le caillou, mais j'ai pas d'outils. » Alors du coup on lui donne les outils, elle fait cling, clang, clong. Et c'est réglé. Le fait de pas parler dans cette quête-là, c'est pas un drame. Mais il y a aussi une quête où il faut emmener Pala, la sœur d'Agnea, dans une autre ville. Une fille liée à l'histoire d'Ikari a besoin de nouveaux vêtements, et le père d'Agnea il est couturier. Ça tombe bien, ça fait une quête qui lie 2 personnages venant de 2 histoires différentes. Comme quoi c'est possible. Dans le cadre de cette quête, il y a une cinématique qui se déclenche quand on entre dans la maison d'Agnea. Sauf que le jeu n'est pas prévu pour réagir différemment en fonction de quel personnage rentre. Tout le monde aura la même scène. Donc si on rentre avec Agnea, on se retrouve avec Pala qui dit à sa sœur qu'elle lui rappelle sa sœur. Ça n'a aucun sens. Après ça, on va suivre Pala et Mika pendant qu'elles flirtent, et on est juste là à les regarder comme une sorte de garde du corps. C'est tellement artificiel, et même un peu cringe pour être honnête. Tout ça à cause de ces 8 différents chemins. Si on résume, les 8 chemins, ça empêche d'avoir des relations entre les personnages principaux, et ça empêche d'avoir des réactions pendant les quêtes annexes. Mais ça permet même pas de bien raconter 8 histoires. Parce que vous pouvez faire les 8 quêtes principales dans n'importe quel ordre. Et là encore, sur le papier ça semble bien, on a plein de liberté. Sauf que pas vraiment. La carte vous indique l'endroit où vous devez aller pour chaque chapitre disponible et vous indique également le niveau conseillé pour chacun de ces chapitres. Même pour la quête d'Ochette où les chapitres 2, 3 et 4 peuvent être faits dans le désordre, le choix se limite vraiment à choisir l'ordre prévu ou farmer pendant des heures pour commencer par le plus dur. D'ailleurs, quand je dis que la carte vous indique l'endroit où aller, pour la majorité des chapitres, la carte c'est le seul moyen de savoir où il faut aller. La carte elle affiche les villes qui sont sur aucune carte mais aussi vos prochains objectifs. Même si rien dans le jeu ne vous permet de savoir qu'il faut aller là-bas. Le problème, c'est pas l'objectif sur la carte, le problème c'est qu'il n'y a que l'objectif sur la carte. Et quand on arrive dans la ville, il y a une cinématique qui se déclenche où le personnage est là en train de nous expliquer pourquoi il fallait venir dans cette ville. La scène qui explique pourquoi on va devoir traverser la moitié de la carte pour aller dans cette ville existe, mais ils ont décidé de la garder pour quand on a déjà trouvé la ville. Pourquoi ?
C'est comme si l'objectif c'était de rendre le jeu le moins cohérent possible. Normalement, quand un personnage cherche quelque chose, on nous dit ce qu'il cherche, on apprend où ça pourrait se trouver, et on y va. Là, on apprend qu'on cherche quelque chose, on y va, et après on nous apprend où ça pourrait se trouver. C'est pas dans le bon ordre. Comment c'est possible de pas mettre ça dans le bon ordre? Bah, je pense que c'est pas dans le bon ordre, justement à cause des 8 différents chemins. C'est toujours à cause de ça. Parce que cette scène, elle permet de remettre un peu de contexte quand on arrive dans la ville. Et entre 2 chapitres d'une même quête, il peut se passer 20 heures de jeu où vous faites d'autres quêtes. Sauf qu'avoir une cinématique qui dit pourquoi il faut aller dans telle ville, suivi d'une cinématique qui nous dit pourquoi on est venu là, ça fait doublon. Chaque personnage principal a sa propre histoire où aucun des autres personnages ne peut intervenir. Ils n'ont qu'un 8e de temps de jeu chacun. Et c'est pas beaucoup. Dans FF10, une même scène, elle peut permettre de faire évoluer plusieurs personnages. S'il y a 20 heures de dialogue et de cinématique, vous avez 20 heures pour faire évoluer tout le monde. Dans Octopass, avec ces mêmes 20 heures, vous avez que 2h30 par personne. Et j'ai pas pris ce nombre au hasard, si vous regardez toutes les cinématiques et discussions de voyage d'un perso, ça prend environ 2h30. 2h30 en incluant les discussions de voyage qui échouent toujours à donner l'impression qu'ils forment un groupe. Dans la scène qui passe en ce moment, ils sont en train de jouer au poker. Vous avez l'impression de voir un groupe d'amis qui joue au poker? Parce que moi, non. Ces 2h30, elles sont aussi remplies de flashbacks ou de monologues, de moments où le jeu nous rappelle pourquoi on est venu dans cette ville et pas dans une autre au cas où on aurait oublié. Et ça laisse pas grand chose pour le développement de l'histoire. En choisissant de séparer l'histoire de chacun des voyageurs, ils ont créé un jeu où il est plus dur de raconter l'histoire de chacun des voyageurs. C'est une complète désoptimisation de la narration. Ils ont mis au point la pire méthode possible pour raconter ce qu'ils voulaient raconter. Oh, wow! Wow! Et je sais même pas si ça aurait pu fonctionner. Pour moi, le principe d'avoir 8 histoires séparées peut fonctionner, mais pas avec 8 voyageurs séparés. Ce que je veux dire par là, c'est que dans Final Fantasy X, vous avez un groupe de 7 personnes et ils évoluent au cours du jeu. Mais ils ont tous le même objectif. On n'a pas Wakka qui veut devenir le meilleur joueur de Blitzball, Yuna qui veut sauver le monde, Tidus qui veut rentrer chez lui et Lulu qui veut compléter sa collection de ceintures. Non, on a Yuna qui veut sauver le monde et tous les autres qui l'accompagnent pour la protéger. Et oui, on pourrait discuter du fait que Tidus, il cherche à rentrer chez lui, mais il cherche surtout à accompagner Yuna. She's cute, yeah? Alors que dans Octopass, on a 8 personnages qui ont chacun un objectif différent, qui n'interfèrent pas avec celui des autres. Troné veut gagner sa liberté, et l'obtention de sa liberté ne changera rien à l'objectif des autres personnages. C'est ce que j'entends par avoir 8 histoires séparées. C'est le fait que peu importe ce qui se passe dans l'histoire d'un des personnages, ça ne change pas ce qu'il se passe dans l'histoire des autres. Mais ça pour moi, ça n'empêche pas de créer des interactions entre eux. Prenons un exemple, que ce soit plus clair. J'ai parlé plutôt du moment où Troné doit infiltrer un orphelinat. Plutôt que de devoir voler des vêtements de nonne pour se déguiser, sa quête aurait pu nous demander de trouver Temenos, et d'utiliser sa fonction d'inquisiteur pour justifier de rentrer dans l'orphelinat. Alors, ça demande d'avoir une quête qui s'adapte aux événements, mais elle aurait juste besoin de s'adapter entre 2 situations, et pas 162. Est-ce qu'on a déjà Temenos avec nous, ou non? S'il est dans l'équipe, la quête de Troné continue avec lui qui intervient, et s'il y est pas, la quête nous envoie le rencontrer. Pour être clair, je propose pas de changer un des chapitres de Temenos par un chapitre en commun avec Troné. Je propose juste de l'utiliser comme un personnage secondaire. Well, you've certainly piqued my interest. Ça permettrait de développer les relations entre les voyageurs, mais aussi de plus développer les voyageurs eux-mêmes. Il faut bien comprendre que la seule chose qui justifie qu'on forme un groupe dans le jeu, c'est que c'est plus cool de voyager en groupe. On croise un perso, il nous dit un truc du genre « Oui, je vais partir en voyage, et vous êtes aussi en train de faire un voyage, ça vous dit on voyage ensemble ?» Et c'est tout. C'est une sorte de covoiturage d'histoire. En faisant intervenir un perso dans l'histoire d'un autre, on aurait une raison moins artificielle pour qu'ils voyagent ensemble. Puisque les chapitres ne concerneraient plus uniquement un voyageur à la fois, au lieu d'écrire 10 minutes de conversation pour développer Troné, vous écrivez 10 minutes de conversation pour développer Troné et Temenos. Ça limiterait aussi le besoin d'avoir autant de personnages secondaires. Avec moins de personnages secondaires à écrire, il y aurait plus de temps pour écrire des conversations entre les voyageurs, et peut-être avoir plus de petites interactions quand un personnage aurait une raison d'intervenir. Chaque personnage blessé ou malade serait une occasion pour avoir quelques mots de Casti par exemple. Alors, il y aurait toujours le risque de ne pas avoir le perso qu'il faut et de perdre cette interaction, mais les joueurs ont déjà tendance à prendre tout le monde dans leur équipe dès le début du jeu, et ce sera encore plus le cas s'il fallait les recruter comme je le propose. Et donc ça, c'est la base sur laquelle je partirai. Supprimer certains personnages secondaires et les remplacer par des interactions avec les personnages principaux. Et utiliser le temps gagné à pas écrire les personnages secondaires pour avoir plus d'interventions des personnages principaux, afin de remplacer les conversations de voyage. Mais ça demanderait aussi une autre modification. Il faudrait qu'on ait tout le temps, tous les voyageurs avec nous. Dans l'état actuel du jeu, on peut avoir un groupe de 4 au maximum. Les autres restent à la taverne. Et j'adore le fait qu'on puisse faire des groupes de 2 ou 3 persos si on veut. La structure du jeu fait qu'on va facilement avoir un perso avec 10 niveaux de plus qu'un autre. C'est pas obligatoire, mais ça arrive facilement. Et ça casse un peu l'intérêt des combats. Enfin, ça dépend ce que vous cherchez dans les combats. Mais si vous cherchez du challenge, pouvoir virer le perso avec 10 niveaux d'avance, c'est une super mécanique.
Sauf qu'avoir les persos à l'auberge, ça les empêche d'être avec nous pour discuter. Ce qu'il faudrait, c'est toujours avoir tout le monde avec nous et avoir un menu où on choisit qui participe au combat et qui participe pas. Un peu comme le menu qu'on débloque à la fin du jeu et qui permet de faire ça. Je comprends pas trop pourquoi on n'a pas la possibilité de changer le groupe via le menu dès le début du jeu. Techniquement, pouvoir le faire dès le début, ça demanderait même moins de travail, puisqu'il n'y aurait pas besoin de coder le fait qu'il apparaisse pas dans le menu tout de suite. Enfin, j'imagine que ça demanderait moins de travail. En vrai, j'en sais rien. Je suis pas un codeur, je suis juste un branleur avec une chaîne YouTube. Je sais que c'est bien plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on juge le jeu fini confortablement depuis sa chaise. Je cherche pas à présenter ça comme une solution miracle, que si c'était moi qui avais fait le jeu, il serait bien plus réussi. C'est juste que c'est la seule solution que je suis capable d'imaginer, et j'en parle parce que j'aurais aimé que la narration soit à la hauteur du combat, dans un jeu où elle y prend au moins autant de place. Mais ce qui me fait le plus peur dans tout ça, et je suis désolé de le dire, c'est que je suis pas sûr qu'il soit capable de faire mieux. L'option de pouvoir changer son groupe directement dans le menu, elle arrive pas toute seule. Elle arrive en même temps que la dernière quête du jeu. Une quête qui lie les différentes histoires et les différents personnages. Enfin, ils sont tous réunis autour d'un feu de camp et prêts à joindre leurs forces. Pour la première fois, ils sont tous là à discuter, puis la nuit arrive et le jeu abandonne. I suppose it is. La dernière quête est pleine de notes éparpillées par terre qui vous expliquent 4 ou 5 twists en 5 minutes, le tout ponctué de flashbacks. C'était le moment de finir en beauté, d'enfin avoir les voyageurs main dans la main, et à la place, le jeu nous ressort de nouvelles conversations de voyage sans âme. C'est tellement le bordel que certaines réagissent à des flashbacks. Comment c'est possible ? On a un flashback qui monte un perso qui tue un autre perso. Such a feat cannot be accomplished without a sacrifice. Quand on arrive, ni le meurtrier, ni le cadavre ne sont là. Il y a rien qui permet de savoir ce qui vient de se passer, à part le flashback. Mais Ikari, il est là, genre « Oh, le salaud, il faut l'arrêter !» Alors que, comment il sait ? Il a vu le flashback, lui aussi ? Je suis désolé si ça ressemble à du pinaillage, mais il y a des notes qui réussissent à rendre d'autres quêtes rétroactivement plus nulles. Et j'ai parlé plutôt de Troné, qui veut obtenir sa liberté en retirant son collier. Il se trouve qu'il a réussi à obtenir les 2 clés, mais qu'elles marchent pas. The keys. They don't fit. En fait, les clés ouvrent une porte qui mène à un téléphérique sur une falaise. Téléphérique qui mène à la ville d'Aken. Et bah dans les notes, c'est indiqué que Kasky aussi, elle est venue dans la ville un jour, après s'être perdue en cueillant des herbes. Comment elle s'est retrouvée par hasard dans une ville uniquement atteignable en téléphérique depuis une falaise, elle-même bloquée par une porte dans les égouts ? Troné a dû traverser le monde entier et tuer les boss de la mafia pour entendre une ville tellement cachée qu'elle est sur aucune carte, et après ça, le jeu nous dit qu'il y en a qui sont juste tombés dessus par hasard pendant une randonnée. Tout ce que cette note réussit à faire, c'est détruire le peu de cohérence qui est resté dans la quête de Troné. Interesting. But what does that mean for me? La quête de Troné, c'est une suite de déceptions. J'ai parlé de l'orphelinat, mais il y a surtout tout ce qui tourne autour de son collier. C'est un groupe d'assassins qui ont tous un collier qui ne s'ouvre qu'avec 2 clés. Au début, je me suis dit que ça devait pas être discret pour des assassins, mais personne ne semble y remarquer. Les autres membres de la mafia ne le reconnaissent pas, il y a même ce mec qui nous reconnaît grâce à nos tatouages. Mais quel tatouage ? Je comprends le délire, mafia, tatouage. Mais elle a pas de tatouage. On peut le voir qu'elle a pas de tatouage. Ou alors il y avait une scène coupée où elle se déshabille. Mais surtout, elle a un collier qui a pour but de dire qu'elle fait partie de la mafia. Ils ont inventé un morceau de l'or, les tatouages, dont on peut clairement voir qu'ils n'existent pas, plutôt que d'utiliser les éléments déjà mis en place depuis l'introduction du personnage. Et quand on obtient les clés, on se rend compte qu'elles ouvrent pas le collier, mais à la place, la porte qui mène au téléphérique puis à la ville. Vous connaissez maintenant. À l'intérieur, on rencontre un nouveau perso, qui se trouve être notre père, qui est un mec immortel qui passe son temps à avoir des gosses avec le plus de monde possible, avec tout ce que ça implique d'inceste et de consanguinité, qui sont des thèmes que le jeu balance comme ça, entre 2 lignes, sans jamais y revenir. Et oui, il dit que toute la mafia, c'est ses gosses. Et notre mère, elle était de la mafia. C'est pas juste notre père, ce mec c'est tout notre arbre généalogique. Une fois qu'on le bat, il nous indique que la clé pour notre collier est dans sa poche. The key to your collar is in my pocket. La clé. Après tout ce temps, passé à chercher les 2 clés du collier, il se trouve qu'en fait, il en fallait qu'une. Et peut-être que c'est 2 fois le même verrou, et qu'à ce moment-là, c'est normal qu'une seule clé fonctionne, mais c'est quand même de la merde. C'est comme s'ils avaient écrit l'histoire de Troné sans le collier à la base, et qu'à la fin, ils se sont dit qu'il manquait un truc, et ils l'ont rajouté sans rien changer de tout ce qui avait déjà été écrit. Je veux dire, à la fin de la quête, Troné prend la clé, l'utilise 2 fois, j'imagine, et enlève son collier. Si vous avez aussi fini la quête de Temenos, ça débloque une quête en duo avec les 2 voyageurs. Cette quête, comme toutes les quêtes du jeu, elle est introduite par une petite illustration des 2 personnages. Cette illustration-là, celle que j'utilise depuis le début pour vous montrer son collier. Parce qu'ils se sont pas dit qu'après 4 chapitres qui parlent de l'importance pour elle de le retirer le collier, et un 5e où elle l'enlève, et il y a une cinématique où elle enlève le collier, ils se sont pas dit qu'il faudrait peut-être plus qu'elle l'ait sur les illustrations.
Et donc à la fin du jeu, il rajoute le fait qu'en plus, la quête des 2 clés ne servait à rien, puisqu'on aurait juste pu tomber sur la ville au pif en cueillant des fleurs. Et oui, ça ressemble à du pinaillage. Sans doute que ça en est. Mais il devrait pas y avoir autant de choses sur lesquelles pinailler. Et c'est pour ça que je suis pas sûr qu'il soit vraiment capable de faire mieux. Quand on finit la dernière quête, il y a les classiques au revoir avec le groupe qui se sépare. Chacun leur tour, les voyageurs se lèvent, disent au revoir et s'en vont. On s'en rend pas compte au début, mais il n'y a aucune interaction ici. Ils lisent juste leur texte l'un après l'autre, dans l'ordre inverse de celui où on les a recrutés au début du jeu. Les derniers persos à partir sont là, à dire des au revoir à tout le monde alors qu'il ne reste déjà plus personne. Même à ce moment-là, on n'a pas l'impression d'avoir affaire à un groupe. Sur la première de couverture, on a un groupe autour du feu, et sur la 4e, il est indiqué « Découvrez 8 nouveaux voyageurs dont les histoires s'entrecroisent ». On voit aussi un groupe autour du feu. Et c'est le même feu, c'est la même scène. Pour moi, l'absence d'interaction, c'était le point noir du premier Octopass. Et ils ont osé prétendre qu'ils avaient réglé le problème en utilisant l'unique image de l'unique moment où ils ont essayé de le faire et échoué lamentablement. Pour moi, Octopass Traveler, c'était un peu comme une visite guidée au musée. On y va avec sa famille ou des amis, et on se retrouve dans un groupe avec plein de personnes qu'on connaît pas. On va peut-être échanger un mot ou deux pour dire que c'est vraiment bien de pouvoir regarder tous ces objets volés à des peuples qu'on a massacrés il y a quelques centaines d'années. Mais à la fin de la visite, on va juste dire au revoir à des personnes dont on ignore le nom. J'aurais voulu te dire que j'ai adoré le jeu. À l'arrière de la boîte, on a 2 autres promesses. Explorer un vaste monde débordant d'action, et combattez au tour par tour et terrassez vos ennemis grâce aux mécaniques de faille et d'exaltation. Et c'est le cas, le monde est intéressant à explorer et les quêtes annexes sont même là pour vous récompenser de cette exploration. On a un des meilleurs systèmes de combat au tour par tour qu'il m'ait été donné de voir. Mais au milieu de tout ça, il y a la promesse d'un jeu qui n'existe pas. Une promesse si grande qu'ils l'ont mis en gros sur la couverture. Ils ont voulu nous promettre que ce serait pas juste 8 voyageurs qui s'ignorent les uns les autres. Ils ont voulu nous promettre que malgré son look rétro, leur jeu ce serait pas juste une visite guidée au musée. Et, d'une certaine manière, je pense qu'ils ont réussi. Après tout, un musée on y va pour découvrir les choses du passé. Mais personne n'avait jamais raconté l'histoire comme ça avant. Maintenant, je pense que je sais pourquoi. Merci à tous de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée.